Ça fait plus de 5 ans maintenant qu'on attend ça. Un matin, on a vu débarquer une mini-pelle. On a l'électricité. Cette semaine, il y a eu une grosse étape qui a été franchie. Venez dans la phytoépuration. Ça nous permet de réduire aussi les coûts. C'est plutôt aux alentours de 80-100 000 euros. Je fais un petit disclaimer tout de suite, c'est-à-dire qu'on peut s'en sortir pour beaucoup moins cher. Les besoins de confort, on les comble au fur et à mesure. Ici, c'est la zone où on a commencé à planter des arbres. C'est une technique gratuite. Et ça fait plaisir. Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va faire un petit tour des avancées sur le terrain depuis nos dernières vidéos. Et on va aussi faire un point sur ce qui nous attend en 2025 et nos objectifs, ce qu'on aimerait réaliser. Et puis voilà, c'est parti. Ouais, c'est parti. Je vous emmène sur notre zone atelier et cuisine, on va dire. Donc là, on a ramené une grosse bille derrière pour faire atelier et sculpture sur bois. Donc là, il y a encore des copeaux. Là, je vais faire une extension à l'établi qui se trouve ici. Et là-dessus, on fait un peu plusieurs choses à l'extérieur, donc de la cuisine et puis de la sculpture et de la construction. On a une zone de stockage de bois où on peut se servir. Et à chaque fois, du coup, ça peut nous servir pour les petits projets. Donc là, ça va être une grosse sapie parce qu'on a encore beaucoup de bûcheronnage à faire pour cet hiver. On a encore 2 arbres à tomber. Et pour éviter de se reblesser et d'utiliser une serpe pour bouger le bois, on va utiliser le bon matériel. Donc une belle sapie avec, du coup, celui-là, c'est de l'acacia. Donc je vais bientôt faire une vidéo dessus si ça vous intéresse. Je viendrai le couper et puis l'écorcer et le mettre au bon diamètre pour l'emmancher et le faire sécher pendant 3 semaines et puis après on pourra l'utiliser quand on en aura besoin. Après ici, on a le stockage des bois qui doivent rester à l'abri. Donc on n'a plus grand chose mais c'était les restes de la terrasse. Visiblement il y a aussi beaucoup de bestioles dedans. Ouais, celui qui a le chasse, elle a de quoi faire on va dire. Là c'est notre chevalet, je voulais le faire moi-même, donc je l'ai fait entièrement sans vis, à part ce que j'ai rajouté ici pour le consolider, mais sinon c'est qu'avec des chevilles. Donc là on peut les apercevoir, ici. Là pareil, j'ai fait une petite encoche pour tenir. Et j'ai fait celui-là parce que dans le commerce, ils sont vraiment très petits. Ils coûtent presque 100 € et ils sont vraiment très petits. Alors que celui-là, là quand on a rentré plein de bois, on met plein de tronçons d'1 mètre. Et avec l'espacement que j'ai fait, on peut le couper ici, ici et ici d'une bonne manière. Donc ça fait vraiment des bons tronçons pour toutes les découpes qu'on veut faire. Et il est vraiment très solide et pareil là c'est en acacia. Donc pareil je suis venu enlever l'écorce pour qu'il tienne mieux aux intempéries. Et franchement il nous rend des bons services. Donc hâte de voir combien de temps on pourra s'en servir. Ensuite ici on a la zone de stockage de palettes parce qu'on fait beaucoup de construction en palettes. C'est vraiment simple, pareil on vous fera bientôt des vidéos dessus mais c'est vraiment comme des Lego, hein. C'est vraiment pas compliqué, il y a des techniques pour les assembler d'une manière simple. Et au-dessus c'est un... Je sais pas si vous voyez à peu près à quoi ça peut ressembler, mais c'est un support pour cible de tir à l'arc. Donc j'ai mon beau-frère qui fait du tir à l'arc, il a un beau tir à l'arc de compétition. Et il y a juste à mettre un bois là derrière pour tenir, on en a plusieurs derrière. Et on vient juste mettre la cible au-dessus qui vient se tenir là-dessus. Et après on peut faire du tir à l'arc un peu partout sur le terrain, il y a juste à le déplacer. Et du coup pareil en acacia et tenu par des chevilles en bois, d'acacia pareil, comme on peut voir. Et vraiment ça bouge pas du tout, il est resté dehors aux intempéries et il bouge pas quoi. C'est vraiment très solide. Maintenant où est-ce qu'on va Aline? On va aller sur la zone du futur parking. Allez, parce que pour l'instant on peut pas vraiment bien se garer avec la boue. Donc là, à droite, on a les piquets qui faisaient la clôture, l'ancienne clôture. Donc pour l'instant, on les a mis ici. Alors je pense ce que vous attendez le plus, c'est qu'on vous dise où on en est pour l'autoconstruction de notre yourte. Alors depuis qu'on est installé sur le terrain, on a tout de suite décidé en fait assez rapidement de déléguer la partie du terrassement, qui est quand même la première étape pour la suite de l'autoconstruction. Et donc cette partie de terrassement, elle inclut le chemin d'entrée qui est vers là, ce grand parking et aussi toute la zone de la yourte et à la base la phytoépuration, mais on va en parler un peu plus tard de ça. Nous on s'est installé du coup sur le terrain à l'automne quand on a pu commencer à faire des démarches et tout ça concrètes pour modifier le terrain. Voilà, on a tout de suite eu la réponse des terrassiers qu'ils n'interviendraient pas avant mars, avant le mois de mars, à cause de l'automne-hiver tout simplement, c'est pas des saisons idéales pour terrasser. Ce qui fait que nous, là actuellement on est un peu bloqué pour avancer concrètement sur l'autoconstruction, mais c'est pas grave parce qu'il y avait plein d'autres choses à faire, vous allez voir de toute façon. Voilà, tout ce qu'on a fait pour le moment c'est placer la rubalise pour ce
représenter un petit peu où est-ce que ça va être, quelle surface ça va prendre. Ce sera le projet, le terrassement, ce sera normalement, c'est prévu pour la mi-mars. Qu'on a hâte parce que quand ce sera fait, ce sera beaucoup plus simple parce qu'actuellement c'est une vraie galère, mais on verra ça tout à l'heure. Ici, c'est la zone où on avait fait la vidéo fauchon versus débroussailleuse. Il y a quelques personnes qui nous ont dit mais s'il y a un terrassement qui va être fait ici, à quoi ça sert de faucher la ronce? Donc nous on l'a fait pour savoir ce qu'il y avait en dessous, c'est toujours important de savoir. Et par exemple on a découvert qu'il y avait une grosse souche d'arbre, donc sans ça on l'aurait pas su. Donc on a bien fait de faucher. Et pareil, il y en a plein qui nous ont dit ah, ça va repousser en dans un mois ça va repousser. Vous voyez, on l'a fait il y a 5 mois, les ronces septembre. Avec un coup de fauchon ou des broussailleuses, il n'y a plus rien en quelques secondes, quoi. C'est vraiment pas un problème, les ronces. Là, c'est petit cadeau de crémaillère entre guillemets de mes parents. C'est ces belles cuves pour récupérer l'eau. Il y en a encore 2 qui nous attendent, mais elles sont en Alsace parce que mes parents n'habitent pas du tout ici. Ils peuvent que les ramener avec la location d'un camion. Ils en ont déjà ramené 2, donc c'est vraiment cool. Nous, l'objectif là, ça va être de les monter plus haut sur le terrain. Vous allez voir après nos espaces de plantation, mais pour qu'on puisse commencer à récupérer l'eau et l'utiliser du coup après pour le potager et le jardin forêt en création. Alors je vous parlais avant de nos petites galères et actuellement la galère vraiment cet automne-hiver avec la pluie, c'est vraiment le fait de se garer parce que du coup à l'heure actuelle nous on a un petit chemin d'entrée sur le terrain mais qui malheureusement avec la pluie en fait devient juste un torrent de boue. Voilà, et à la base en plus on avait 2 voitures, là il y en a une dont on s'est séparé parce qu'on n'en avait plus besoin. On pouvait même pas la déplacer parce que si on la déplaçait on pouvait même pas la remonter après sur le terrain. Et là notre voiture actuellement, notre Dacia, elle est vraiment au bord de la route quand il pleut parce qu'on n'arrive pas à la monter plus haut sur le terrain. Oui, après quand ça gèle on peut la monter un peu plus haut, mais en vrai pour une voiture ça passe, on va dire. C'est ça, pour une voiture ça passe, mais 2 c'est pas possible. Mais de toute façon ce sera fait pareil à la mi-mars avec le terrassement et ce sera vraiment bien fait, hein. Il y aura des cailloux, enfin voilà tout le tralala pour que ça ne bouge plus et que ce soit vraiment très accessible et très sympa. C'est ça, ouais. Ici on voit une petite nouveauté aussi, on l'a aperçu aussi dans la vidéo précédente, mais ça sera le sujet d'une vidéo qui arrivera très prochainement. Le poêle à bois qu'on a installé récemment. Ouais. Grosse nouveauté qui fait qu'on n'est plus totalement hors réseau, c'est qu'on a été raccordé, en plus ça fait pas longtemps, ça fait quelques jours, on a été raccordé. Allô. Voilà, c'est une demande qu'on avait vachement anticipée parce qu'il faut savoir que nous on a fait la demande à partir du mois d'août, dès qu'on a pu acheter le terrain. Voilà, on s'était dit on anticipe, comme ça on aura pu à le faire plus tard. En termes de timing, du coup on a envoyé le dossier en août, on a reçu le devis et on l'a signé début octobre. Et depuis, on n'avait pas trop de nouvelles. Voilà, belle surprise. Là, on est mi-fin janvier. Un matin, on a vu débarquer une mini-pelle. Et bonjour, c'est pour le raccordement à l'eau. Donc voilà, c'est bon. Et puis c'est très bien parce que comme ils ont creusé sur cette zone, on a pu voir où passaient tous les tuyaux et tout ça. Et ça nous a permis aussi d'installer enfin notre boîte aux lettres. Alors pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous avez peut-être un peu suivi, mais on a eu un petit peu des galères avec la poste parce qu'on s'installe sur un terrain où il n'y avait pas d'adresse définie encore par la mairie, bon, ce qui est normal, hein, c'était un prêt avant. Voilà, on a eu des soucis pour réexpédier le courrier depuis notre ancien appartement où on ne vit plus. Enfin voilà, c'était vraiment une galère, mais du coup on a réussi à obtenir notre adresse à la mairie et après il a fallu se renseigner comment on fait un raccordement postal. Donc ça aussi, il y a des postes qui arrivent plutôt sur les démarches administratives, ça peut toujours vous être utile. Mais voilà, quoi qu'il en soit, voilà, on a pris une boîte aux lettres du coup aux normes. Simplement là, on n'a pas encore pu la sceller définitivement parce que c'est pareil, cette partie-là, ça fait partie du chemin d'entrée et ça fait partie du terrassement qu'on va faire à la mi-mars. Donc la poste, ils ont été très sympas, ils nous ont permis de l'installer de façon plus ou moins solide temporairement. Du coup, voilà, donc maintenant on peut recevoir le courrier et ça fait plaisir. C'est ça, enfin. Et alors là, on va un peu plus loin sur la route. Voilà, on a été pas raccordé à l'électricité, mais on a l'électricité. En vrai, on a quand même beaucoup de soleil, donc on était souvent autonome en électricité, il n'y avait pas de problème. La batterie, on a dû la recharger chez des personnes peut-être 2 fois. Et quand il n'y a pas de soleil, on la recharge de temps en temps, vu qu'on travaille quand même sur les PC. Donc là, c'est un boîtier de chantier qu'on trouve sur le Bon Coin, hein, c'est pas excessif les prix.
Et quand on en aura plus besoin, on le revendra sur le bon coin, donc au final ça coûte rien. Donc j'ai été le chercher un matin sur Brive et pareil, ils sont venus un matin, ils l'ont installé assez rapidement et ça prend pas énormément de temps. Donc là, on va pouvoir avoir l'électricité pour faire marcher une bétonnière pour les prochains chantiers. Donc la phytoépuration qu'on voit ici et ensuite pour les fondations de la maison, pour les plots en béton. Voilà, et donc pour le moment, nous on tire le câble quand on en a vraiment besoin. Alors comme dit, pour le moment c'est vraiment en urgence quand vraiment il fait moche, mais on le tire jusqu'à la tente et puis ça fonctionne très très bien. Oui, on l'a branché que 2 fois pour l'instant, donc c'est pas récurrent pour le moment, mais pareil, on a pris de l'avance sur ça. On fera des posts un peu plus détaillés sur les démarches administratives autour de tout ça. Là, c'est le branchement provisoire, ça s'appelle. Juste à titre d'information, il y a un abonnement en fait après qui se fait auprès du fournisseur d'électricité que vous avez choisi. Alors pour les branchements provisoires, il n'y a vraiment pas beaucoup de choix malheureusement. Nous, on est passé par EDF. Là, on n'a rien trouvé d'autre dans le timing qu'on avait. Et l'abonnement, il est à environ 10-12 € par mois. Et puis ensuite, ça dépend de la consommation qu'on en a. Voilà, juste à titre d'information. Et puis aussi, cette semaine, il y a eu une grosse étape qui a été franchie, c'est parce qu'on a aussi beaucoup anticipé, comme pour le raccordement à l'eau, le raccordement à l'électricité définitive. On aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos où on parlera un peu plus de nos choix en termes d'autonomie en énergie. Mais nous, on a fait le choix de se raccorder du coup au réseau électrique en fonctionnant avec un système de panneaux solaires en plug and play. Donc ça nous évite en fait d'acheter beaucoup de batteries et de fonctionner sur batterie. On aura juste une batterie voilà, pour le soir et aussi pour l'avoir de façon mobile, pour voyager et tout ça. Du coup, on se sert un petit peu du réseau comme batterie. Mais voilà, on aura l'occasion de développer un peu plus ça. Du coup, il y a des démarches à faire pour ça. Donc on a rempli le dossier, on a transmis toutes les pièces début janvier. Et on s'y prend vraiment très tôt, hein. Ils nous l'ont rappelé, là on les a eu au téléphone hier. On s'y prend vraiment très tôt parce que pour vous donner une idée, on pense que le raccordement se fera vers la fin de l'été. Mais en tout cas c'est bien parce que là maintenant tout ce qu'on a à faire c'est leur envoyer une photo de la yourte hors d'eau, hors d'air. C'est tout ce qu'on a à faire, on n'a plus besoin de s'occuper de la paperasse et tout ça. On a eu aussi un petit prix indicatif parce que ça peut vous intéresser. Là pour le raccordement à l'électricité, nous on serait entre 1600 et 1800 €. C'est le tarif qu'ils nous ont donné. Le dossier est en cours et puis voilà, ça fait partie des petites démarches administratives à gérer en ce moment, quoi. C'est ça. Et pour l'eau, c'était vers les 2000 €. Ouais, c'est ça, 1900 et des poussières. C'est ça, 1900 voilà. et des poussières euros, voilà. Donc pour vous donner un petit ordre d'idée sur le prix, faut pas non plus se fier exactement à ce que nous on a parce qu'on a eu des retours d'abonnés qui nous ont dit que eux ils avaient payé le double, donc ça dépend vraiment malheureusement. J'attends que la voiture passe. Du coup, ça dépend vraiment malheureusement de votre terrain, de sa localisation, de là où est situé en fait, où sont situés les réseaux et tout ça. Nous là, le poteau il est de l'autre côté de la route. Donc, oui, mais ils font des raccordements aériens, alors que pour l'eau c'est au sol. Ouais. Et là pour l'eau c'était de notre côté, donc on a plutôt eu de la chance. Voilà. Ouais. Il nous reste encore la fibre à faire, mais j'ai pas encore eu le courage de m'attaquer à ça. Encore le temps. Voilà. Allez, venez dans la phytoépuration. Dans le trou de Bizneuil de chez nous. Voilà, donc là, ça sera la fin de la phytoépuration, donc le rejet, et ce sera vraiment minime, hein. Il y aura très peu d'eau claire qui sortira d'ici. Tu me rejoins? Moi t'es fou, hein, je fais le tour, c'est mort. Là, tout de suite. Alors petit point rapide pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler des phytoépurations. C'est tout simplement un choix de système d'assainissement. Alors c'est possible que quand on est en zone d'assainissement individuel, parce que si vous êtes en zone d'assainissement collectif, vous devez vous raccorder au tout à l'égout. Ici c'est pas le cas, et c'était un choix, on a cherché spécifiquement des terrains en zone d'assainissement individuel pour pouvoir faire, on était vraiment parti sur la phytoépuration. Mais il y a aussi d'autres systèmes d'assainissement qui sont écologiques, low-tech, voilà. Et la phytoépuration en fait partie. C'est une filtration des eaux par les plantes. Alors c'est possible pour les eaux grises, donc c'est tout ce qui est vaisselle, douche, lave-linge, ce genre de choses. C'est aussi possible pour les eaux brunes, enfin les eaux des toilettes si vous avez des toilettes classiques. Nous c'est pas le choix qu'on a fait, nous c'est vraiment uniquement une phytoépuration pour les eaux grises et on a un système de toilettes sèches pour les toilettes. Voilà, ça nous permet de réduire aussi les coûts parce que on réfléchit en termes d'équivalent habitant, on appelle ça comme ça, et donc ça va déterminer le volume de votre phytoépuration et de ce que ça va devoir, de quelle surface elle va devoir faire pour traiter en fait la quantité d'eau. Et nous, on est sur du 2 équivalents habitants en se basant vraiment sur une yourte de 4-5 personnes. Voilà, c'était là-dessus qu'on était parti. Voilà, cette semaine, il y a eu une grosse étape qui a été franchie, mais je laisse Nils vous en parler un peu plus. Donc là,
je suis à la fin de la phytoépuration. Donc on va prendre la phytoépuration dans le bon sens. On va tout remonter pour expliquer et que ça soit plus simple à comprendre. Donc là c'est le gros trou, on vous mettra des images pour que vous voyez comment c'était avant. Alors... Il donne tout, hein. Il fait même des cascades pour la vidéo. Alors, nous, on a eu pareil, on a eu des critiques sur le fait qu'on ait un terrain en pente, mais pour la phytoépuration, c'est un gros point positif. La yourte sera juste au-dessus. Là où il y a Zuika qui se balade. Et en fait, il y a une double pente. Donc il y a une pente dans ce sens-là, là-bas. Et il y a une pente dans ce sens-là pour la phytoépuration. On aura le tuyau d'évacuation qui arrivera ici. Ici, on aura juste un coude. Et là, on aura une grosse chasse. Donc la chasse, c'est ce qui va accueillir toute l'eau et qui va tout déverser d'un coup. Ouais, donc la chasse, elle fera 30 litres. Ouais. Et donc quand les 30 litres sont remplis, on aura des vannes guillotines qui s'ouvrent automatiquement et c'est complètement low-tech, hein, c'est sans électricité. Après, tout va partir. C'est ça. Donc là, on aura 2 coudes qui vont partir un à droite, un à gauche. La phytoépuration, elle arrivera juste un peu au-dessus. Donc elle finira là. Là, on va faire à l'intérieur un coude. Donc nous, on va la faire avec des blocs à bancher. Donc on doit la remplir de béton avec de la ferraille aussi. Mais ça fera l'objet d'une série de vidéos très complète qu'on vous expliquera comment faire une phytoépuration de A à Z. Et après, du coup, c'est le gros bac. Donc là, ils nous ont fait un trou assez large pour qu'on puisse travailler facilement, mais elle ne fera pas toute cette taille-là. Elle fera un peu moins de mémoire, c'est 2,60 par 1,50 la phytoépuration. Elle sera ensuite remplie de cailloux et de plantes pour filtrer nos eaux grises. Ouais, donc des roseaux, des iris, ce genre de plantes. Voilà, et ensuite, là, la tranchée que j'avais, ça sera rempli, il y aura un premier regard, ensuite plein de cailloux, un deuxième regard, et ensuite un tuyau pour aller dans le fossé communal, avec un tout petit débit à la fin. Pour vous donner une idée, alors je fais un petit disclaimer tout de suite, c'est-à-dire qu'on peut s'en sortir pour beaucoup moins cher. Seulement nous, comme vous le savez, on construit une yourte. C'était déjà très compliqué de trouver des mairies et des agglos qui sont favorables à ce type de projet. Et donc nous, on voulait s'enlever une charge mentale de devoir faire valider la phytoépuration en plus, parce qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure de nos recherches, malheureusement, que les SPANC, donc c'est les services publics d'assainissement non collectif, donc c'est eux qui s'occupent de valider votre système d'assainissement et ils vous donnent une attestation de conformité et en fait cette attestation vous en avez besoin pour votre dossier du permis de construire. Et nous on voulait vraiment que ce soit validé dès le début, qu'il n'y ait pas de discussion autour de la phytoépuration parce que voilà, si on devait encore en plus de la yourte s'occuper de défendre la phytoépuration, voilà. Même si je vous rassure c'est quelque chose qui est de plus en plus accepté, voilà, mais pour en discuter régulièrement avec plusieurs abonnés. Ce n'est pas encore gagné. Pour vous donner un petit exemple, nous sur une autre agglomération, on a dû envoyer les articles de loi pour prouver que les toilettes sèches c'était quelque chose de légal en France. On en est à ce point-là, malheureusement. C'est pas du tout le cas ici. Sur cet agglo, on a eu beaucoup de chance parce que en plus ils nous ont vraiment dit que la phytoépuration c'était le bon choix par rapport à notre terrain, qu'il y aurait eu d'autres systèmes d'assainissement qui n'auraient pas forcément été très adaptés, type fosse septique, voilà, par rapport à la config de notre terrain. Donc ça c'est aussi quelque chose, mais je pense qu'on en reparlera vraiment au moment de faire des vidéos sur l'assainissement. Et on a déjà fait des posts, hein, si le sujet vous intéresse un peu plus, sur notre compte Instagram, il y a des posts vraiment détaillés là-dessus. Donc je vais pas vous perdre dans cette vidéo. Mais voilà, tout ça pour dire que nous, en fait, on a choisi d'être en autoconstruction accompagnée. Donc, on n'est pas en autoconstruction à 100%, ce qui aurait été très économique et ce qui est tout à fait possible. Même si apparemment il y a des gens qui rencontrent des difficultés quand ils disent qu'ils vont faire de l'autoconstruction à 100%, parce qu'il y a des histoires de filières agréées, d'agréments et tout ça. Et nous, c'est pas le problème qu'on a parce que nous, on passe par une entreprise, mais avec cette option d'autoconstruction accompagnée. L'entreprise, je la donne parce que de toute façon, vous vous en doutez peut-être, ils ont quasiment le monopole. Hein. En France, c'est Aquatiris, donc c'est pas une collaboration commerciale. Voilà, mais tout ça pour dire que c'est leur option la moins chère. Et du coup, nous, on en a eu pour 5200 €, oui, quelque chose comme ça. Voilà, et c'est pour ça que je vous dis qu'on peut s'en sortir pour moins cher. Mais nous, on est quand même très contents parce que c'est quand même quelque chose d'assez technique. Là, c'est bien parce qu'en fait, on a les explications pas à pas. On a un technicien qui est dédié à notre projet, qui est sur place, hein, qui est en Corrèze, et donc on peut régulièrement échanger avec lui. Il vient sur place. Il y aura des étapes qu'on va faire avec lui aussi. Voilà, et du coup, c'est une option qui nous convient assez bien. De toute façon, je pense qu'on en reparlera dans d'autres vidéos, mais nous, l'autoconstruction accompagnée, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. On va aussi
utiliser ce concept pour la yourte et aussi pour tout le système électrique. Voilà, mais on en reparlera. Et donc voilà, c'était le petit point administratif, même si je pense que je vais poncer le sujet pour vous aussi, parce que voilà, pour en discuter avec plein de gens, c'est vraiment un sujet qui malheureusement est encore complexe et c'est beaucoup de prise de tête administrative. Donc voilà, on vous partagera tout ça et on a déjà fait des posts dessus, donc voilà, il faut que je m'arrête. Voilà. Et puis juste un petit ordre de prix, si on ne l'avait pas fait en autoconstruction accompagnée, c'est du simple au double. Ouais. Et du coup, au lieu que ce soit 5 200, ça serait quasiment 11 ou 12 000 euros. L'avantage aussi de la phytoépuration, juste pour en parler rapidement, c'est qu'en fait, vous coupez les roseaux une fois par an et puis voilà quoi. Enfin, c'est ça, l'entretien, il est bien. Ben, ça reste, voilà, c'est de la filtration par les plantes. Vous vous en doutez, il faut utiliser du coup des produits qui sont plutôt sains et naturels, mais bon, c'est déjà quelque chose qui faisait partie du projet, c'est pas un problème. Ce que vous voyez, le trou, c'est pas nous qui l'avons fait, passé aussi par notre technicien en fait, Aquatiris, directement pour réaliser cette étape parce qu'on a décidé de déléguer tout le terrassement. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait maintenant alors qu'on est en janvier et qu'on vous a dit quelques minutes plus tôt que c'était pas bien de faire du terrassement à l'automne-hiver? Tout simplement parce qu'on voulait prendre un peu d'avance sur toutes les autres étapes qui sont des grosses étapes qui vont arriver à partir de mars. Et en fait, on aimerait bien avancer un peu là-dessus pour avoir ça de moins à gérer et surtout que là, en ce moment, on a le temps de le faire. Donc voilà. Et aussi parce que notre permis pour la tente est conditionné par la réalisation de la phytoépuration. Voilà. Du coup, c'est quelque chose qu'on ne voulait pas laisser traîner parce que pour le moment, c'est une gestion un peu compliquée parce qu'on doit tout stocker et rejeter chez des amis ou quoi. Enfin voilà, on fait les choses dans les règles. Du coup, c'est une gestion un peu compliquée, donc on a hâte de la voir. Ça nous facilitera grandement la vie. Voilà. Et puis quand la yourte sera construite, on aura juste à aménager l'intérieur. Pas besoin de se prendre la tête sur ce qu'il y a à faire autour. Voilà, et du coup là l'avantage c'est que même en vivant en tente, on pourra déjà l'utiliser, elle sera fonctionnelle. Voilà, ce sera très cool. Ok, et donc là, avant de vous parler de la yourte et de ce qui arrive pour la yourte, qui est quand même la plus grosse étape de cette année, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté du bûcheronnage. C'est ça. Donc, comme vous le savez, j'ai eu le bras dans le plâtre. Après, j'ai pas eu le bras cassé, hein, parce qu'il y en a, ils ont imaginé des trucs. Mais j'ai juste eu une coupure. Là, j'ai retrouvé ma mobilité, il n'y a pas de problème, c'était rien de méchant, c'est juste que je me suis mis un coup de serpe, mais voilà, je serai plus vigilant la prochaine fois. Donc là, on a 2 arbres qui sont tombés. On a commencé à les débiter et les tronçonner. Là, on va juste mettre de côté les rondins qui nous intéressent pour soit de la construction ou autre. Moi, je vais me refaire un petit établi en sculpture sur bois, mais il faut que je sélectionne ce que je veux. Et les grosses, on va les débiter, puis on va les fendre pour qu'on ait déjà du bois pour l'année prochaine. Pour le chauffage, on précise. Ouais, bois de chauffage. On va vous montrer un peu le travail qu'on a fait. Et donc je précise aussi que c'est principalement des acacias. Ouais, il y a acacias et un peu de noisier parce que, pour vous dire, avant d'abattre des arbres, il faut travailler en sécurité. Il faut nettoyer toute la zone qu'il y a autour. Donc avant, il y avait plein de petits arbustes, tout ça. Et il faut vraiment bien se dégager la zone pour travailler en sécurité. Donc dégager toute la zone qu'il y a autour des arbres pour ensuite faire rouler les troncs, les amener ici et ensuite les tronçonner. Ouais, et je précise aussi que là, c'est pas notre terrain, ça fait pas partie de notre terrain, c'est le terrain du voisin. Donc, oui, après, Claude, si tu regardes cette vidéo, coucou à toi. C'est ça, il nous a autorisé. Voilà, et c'est parce qu'en fait, il avait repéré que ces arbres allaient être dangereux pour notre construction, qui nous a proposé soit de les faire abattre lui-même, soit qu'on pourrait le faire et récupérer le bois. Que voilà. J'ai de la chance que mon papa fait beaucoup de bûcheronnage. C'est mon papa qui est venu abattre les arbres et il revient en février le faire aussi. C'est voilà. Ça. C'est vrai que c'est très important de dire pourquoi on a battu les arbres. Là, on le voit bien si tu veux regarder juste derrière. Donc moi, je me trouve ici et la yourte, elle est juste en dessous. Donc on n'a pas juste abattu voilà, pour le plaisir ou quoi. C'est juste que la yourte, elle serait menacée des arbres. Et petite précision, on avait dit qu'on mettait la yourte à côté d'une forêt. Mais comme on est exposé plein sud, là, la forêt, elle est orientée nord. Là, on est exposé plein sud. On n'aura pas d'ombre par rapport aux arbres. On en mettra peut-être à des points stratégiques pour qu'on ait de l'ombre l'été et pas l'hiver. Mais sinon, on n'a pas d'ombre. Et puis les arbres qui sont à côté, là, c'est que des petits arbres. Donc pareil, on n'aura pas de problème de feuilles, tout ça. On pourra les couper si on en a besoin. Et je vais vous montrer l'arbre qu'on est en train de débiter. Donc là, on a commencé. Qui est là, tombé. C'est le premier, le deuxième. Le deuxième qui est là. Et donc, c'est celui-là qu'on a déjà abattu au mois d'octobre, battu et débité avec mon père. Et puis là, c'est celui-là qui est tombé qu'il faut débiter. Là, on a commencé à nettoyer la zone autour pour travailler de manière plus simple, on va dire. Et là, on va continuer, du coup, à les sortir. Et là, on va faire des tronçons un peu plus grands, pardon. On aimerait faire des piquets
pour notre futur refuge d'animaux. Donc faire des piquets, donc il faudra qu'ils soient quand même bien plus gros que des tronçons d'1 mètre forcément vu qu'ils seront enterrés dans la terre. L'acacia c'est un putrescible, c'est classé 4, donc c'est pour ça qu'on l'utilise pour des bois d'extérieur. Et après il en reste 2 ici. Donc là, lui il penche plutôt vers la droite et celui-là il est un peu courbé. Voilà, et donc là d'ici 1 mois c'est fait. Voilà. La yourte sera en sécurité. Ok, donc c'est l'heure de la descente. Allez. Faut pas tomber. Alors je vous raconte pas, quand on a dû faire rouler les rondins pour pas qu'après ils dévalent la pente et aillent sur la route. Hein. C'était très drôle. C'était drôle mais on a bien géré. Ouais. Donc là Aline elle nous emmène sur la zone de la future yourte. C'est une yourte contemporaine. Je précise juste ça pour différencier des yourtes mongoles. Les yourtes mongoles, c'est très bien aussi, il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste que les yourtes contemporaines, c'est vraiment... Il y en a qui pensent que ça s'assimile à une tente, mais c'est pas une tente, ça sera vraiment une maison. Une maison vraiment solide, avec une bonne isolation, tout ça. Il n'y aura vraiment pas de problème avec un étage. Elle fera 75 mètres carrés, mais je vais laisser Aline vous en parler. Ouais. Puis notre petite yourte contemporaine. La différence majeure entre une yourte mongole et une yourte contemporaine, c'est simplement l'intérieur, je pense. C'est-à-dire que la yourte mongole, on est sur quelque chose d'assez bas et il n'y a pas d'ouverture normalement, sauf la porte d'entrée. Là, on est quand même sur une yourte qui va faire un peu plus de 4 mètres de haut. Donc c'est quand même assez grand et surtout en fait il y a des baies vitrées, il y a un puits de lumière au-dessus, donc il y a beaucoup de lumière à l'intérieur. Et la différence aussi c'est qu'à l'intérieur en général, alors on peut aménager ça comme on veut, hein, même dans une yourte mongole. Là nous on va faire une mezzanine et ça nous permettra de faire des pièces séparées en dessous. Parce que souvent en fait dans les yourtes, mais ça arrive aussi dans les yourtes contemporaines, que tout soit dans la même pièce. Voilà, nous c'est juste l'aménagement intérieur qu'on a choisi de faire. Donc voilà pour préciser un petit peu les différences, mais je pense qu'on mettra des images. Ouais. C'est plus parlant. Pour que vous voyez, parce que pour nous c'est évident, mais en fait quand on en discute avec d'autres gens, on se rend compte que la distinction elle n'est pas forcément évidente. Du coup je vous laisse imaginer quand on rencontrait des mairies et qu'on était tout content de leur parler de yourte et qu'en fait eux ils n'avaient pas du tout ce qu'on pensait en tête. Voilà, ça, donc ouais, on fera un épisode sur nos galères. Oh là là. Et donc ici, c'est pareil, le terrassement, c'est la première étape nécessaire, donc ça va être fait à la mi-mars. Et ensuite, nous, on aura un gros travail d'autoconstruction sur les fondations et le plancher. Donc nous, on sera en fondation, c'est des pilotis en béton. Et ensuite, par-dessus, du coup, il y a des pilotis bois et le plancher, du coup, je sais plus trop quelle épaisseur ça a, mais il y a plein de trucs. On mettra des images, on a fait 2 chantiers cet été de yourte, dont une de 100 mètres carrés. Ouais, c'est ça. Il y a de l'isolation à faire et tout ça. Voilà. Donc ça, c'est aussi un gros chantier. Mais du coup, l'idée, c'est de finir avec un grand cercle de 8 mètres où on va simplement poser le kit de la yourte. Et ça, c'est aussi une des petites avancées de cette semaine. Et on est très contents parce que ça fait plus de 5 ans maintenant qu'on attend ça. C'est ça, ouais. C'est qu'on a pu réserver notre session d'autoconstruction. Voilà. Et donc, on fait de l'autoconstruction accompagnée. Donc, c'est-à-dire que là, pour la construction de la yourte, on va dans un atelier où il y a plusieurs personnes qui construisent des yourtes en même temps et c'est encadré par des professionnels. C'est quelque chose qui est bien parce que c'est accessible même si vous n'avez pas trop fait de bricolage avant. Voilà, c'est vraiment un concept que nous, on a adoré dès le départ. Et aussi, c'est beaucoup plus économique que acheter le kit tout fait et le monter vous-même ou encore faire construire par quelqu'un. Je pense que pareil, on en avait déjà parlé dans d'autres posts, mais pour vous donner un ordre d'idée, là, nous, on est sur du coup 50 mètres carrés de plancher avec la mezzanine, ça fait 75 mètres carrés environ. Et là, on est sur, alors j'ai pas le tarif exact là en tête, mais de ce qu'on avait calculé, c'est un peu plus de 15 000 €. Voilà, sur le marché actuellement, on a des kits tout faits qu'on peut avoir et qu'on peut monter. Là, on est plus dans les alentours pour la même surface, entre 40 000 50 000 €. Et puis ensuite, si vous faites construire par quelqu'un, alors ça peut être magnifique hein, parce que c'est vraiment une réalisation artisanale et tout ça. C'est plutôt aux alentours de 80 100 000 €. Voilà, de ce qu'on avait cherché. Ça remonte à peut-être il y a 2-3 ans, donc peut-être qu'il faut actualiser, peut-être que les prix ont un peu augmenté vu les matériaux. Ça dépend des constructeurs aussi. Oui, ça dépend des constructeurs. En fait, c'est vraiment aléatoire. Et faut savoir qu'actuellement, il y a plus de 30 constructeurs en France et il y a plein de styles différents de yourtes. Il y a même des héli-yourtes. Enfin voilà, c'est vraiment... Si vous aimez bien cet aspéron, je vous invite à découvrir un petit peu tout ça parce que c'est vraiment des architectures qui sont vraiment magnifiques. Enfin, vous l'avez compris, hein, nous, on est tombés amoureux de ça. C'est ça, ouais.
Et donc forcément, on vous en parle comme ça. On part sur une yourte avec du coup donc ce plancher donc en bois et ensuite tout le kit, l'ossature elle est en bois et ensuite on a différentes couches en fait. Il y a l'isolant, donc nous on part sur des bouteilles de plastique recyclées, donc c'est du tissu, hein, c'est tissu, c'est de l'écopeg. Puis ensuite on a différentes toiles avec les pare-pluie, les pare-vapeurs, ce genre de choses et on termine par de la toile de bateau acrylique. Voilà, on a hâte de vous montrer le résultat final. Ouais, ça va être assez sympa. Tout ça pour dire qu'on a réservé notre session, mais j'ai pas dit quand. On a essayé de calculer en fonction de le terrassement mi-mars, en fonction de la météo. Ensuite, on doit avoir vraiment le temps de faire ces fondations et ce plancher, parce qu'on fait tout nous-mêmes là pour le coup pour cette étape-là. Et ensuite, du coup, on a réservé pour fin avril, début mai. Ça va durer une semaine. Voilà, on se rend dans cet atelier et après on repart avec notre kit en camion et on emmène le kit ici. Et puis après, ça veut dire qu'on va monter courant du mois de mai. Ça veut dire que courant du mois de mai, ça va vraiment modifier le paysage ici, là sur le terrain. Ça va être vraiment très concret. Donc on a vraiment très hâte parce que c'est tellement proche en fait. On réalise pas totalement encore, mais voilà, on fait les choses dans l'ordre pour pas se laisser surprendre. Mais voilà, ça va arriver très vite. Et comme on a aussi beaucoup la question, on en profite parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir en chantier participatif nous aider, que ce soit pour apprendre à monter des yourtes ou pour d'autres choses. On vous précisera les dates, les modalités et tout ça. Mais oui, on compte faire un gros chantier participatif pour ce montage parce que plus on est de fous, plus on rit et plus la yourte elle est montée vite. Voilà, parce que pour avoir fait l'expérience des chantiers participatifs en montage de yourte, vraiment plus on est nombreux, mieux c'est. Et surtout, c'est une ambiance qui est vraiment cool. Voilà, ça va être vraiment génial et on a hâte. Donc si vous êtes dispo en mai, on n'a pas encore les dates précises, mais si ça vous intéresse, voilà, on mettra les infos. On a hâte aussi, ouais c'est ça, et on a hâte de vous rencontrer aussi parce que c'est bien de passer du virtuel au réel, c'est toujours cool. Donc voilà, c'est la petite annonce et puis du coup là on va recevoir bientôt tout ce qui est devis et tout, donc on aura aussi des tarifs plus précis et comme ça vous permettra d'avoir une idée un peu plus précise aussi de combien ça coûte, toutes ces étapes là du terrassement, des fondations, du plancher et de la yourte en elle-même. Voilà. Je vous amène commencer à amorcer un mini potager. Bon, il n'y a pas grand chose encore, hein, mais c'est ce que m'a donné mon père. On vous montrera ensuite ce qu'on a fait en haut parce qu'on voudra faire un jardin forêt là-haut. Donc on a commencé à planter des arbres pour le verger. Ici on a juste du coup du thym. Du romarin. Et du romarin, ouais. Et là il y a des plants de cassis. Voilà, donc c'est tout petit pour le moment. C'est ça. Et ensuite, là où il y a le tas de bois, je vais m'en servir pour finir l'extension de la salle de bain de chantier. Mais ici on va faire un kiol. Donc pour ceux qui connaissent, plutôt pour ceux qui ne connaissent pas du coup, c'est un jardin en forme de clé. On fait une entrée pour accéder au milieu. Au milieu, on fait une zone de compost, donc on met tous les déchets de cuisine. Et en fait, autour, il y aura de la terre surélevée. Et là-dedans, on va planter notre potager. Donc, voilà, il y aura plusieurs couches successives, donc des feuilles, du terreau, de la terre, voilà, du compost. Et ensuite, à la fin, il y aura du coup un paillage avec nos légumes tout autour. Ouais, c'est vraiment pour tester parce que vraiment le potager c'est pas l'objectif de l'année, vous l'avez bien compris que on doit mettre notre énergie ailleurs cette année. Mais du coup c'est simplement pour commencer à faire quelque chose parce que on a trop la niaque. Oui, et puis c'est bien d'avoir une petite zone, pareil on va vous montrer après, mais d'avoir déjà amorcé quelques petites zones. Je vous amène sur la salle de bain. On en a un peu parlé en short sur le compte. Il y a des vidéos qui arrivent bientôt aussi, des vidéos plus complètes sur comment on a fait. Après c'est vraiment pas compliqué, hein. Bon là on a fait la même technique pour les parpaings avec les bandes d'arase. Là je remettrai aussi pour l'extension, là c'est juste que j'ai placé pour voir comment ça allait rendre. Ouais, attends, je me rapproche. Ouais c'est ça, donc là les bandes d'arase sur les parpaings pour éviter les remontées capillaires. C'est vrai que de l'extérieur on pourrait pas trop savoir qu'il y a des palettes qui ont été mises, parce que là c'est bien caché et puis pour l'étanchéité, bon après c'est de l'étanchéité, je veux dire, c'est pas pour une maison, hein, c'est juste, voilà, là on a mis des lames de terrasse pour bloquer les trous. Donc là on voit que ça a les palettes, lames de terrasse, et à chaque fois ça fait les jonctions. Et on a fait des petites ouvertures pour avoir de la lumière, et pareil pour là-haut. Donc je vais vous montrer à l'intérieur, ça sera un peu plus parlant. Là c'est notre porte en bois du terrain, pareil on vous fera une petite vidéo dessus. Donc c'est vraiment pas compliqué, on a fait un cadre et ensuite on a vraiment cloué le bois dessus. Et le rendu, moi je trouve que c'est trop mignon.
Et ça, après, vous pouvez le faire pour... moi, j'aimerais bien le faire aussi pour un abri à l'avenir. Parce que les abris qu'on nous vend sur les grandes chaînes, c'est vraiment abusé, je trouve, les prix. Alors que les palettes, vous les récupérez soit gratuitement, soit vous les payez 5 € à quelqu'un sur le bon coin. Et ensuite, l'assemblage, pour avoir de la surface, ça va hyper vite et l'assemblage est hyper simple. Nous, on a un petit espace. On a juste la place pour ce qu'il faut. On a vraiment estimé ce qu'il nous fallait. Donc là, vous voyez bien les palettes, comment elles sont. Donc là, on en a mis une en bas, une au-dessus et une coupée en biais pour le toit. On a fait une petite pente pour le toit. Et à chaque fois qu'on relie des palettes, on les relie de bas en haut, comme ça, et de côté. Et bon là, je pourrais même en enlever certaines, mais on les laisse pour la solidité. Mais c'est vrai que même quand on avait mis les jonctions comme ça bougeait pas du tout. Hein. C'est vraiment hyper solide, il n'y a pas de problème là-dessus. Et hier, j'ai fini l'aménagement. Donc là, je suis venu faire un petit bac pour mettre des déchets naturels pour les toilettes sèches. Donc là, on a des feuilles. Quand on sera dans la yourte, ça sera de la sciure, parce qu'il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'odeur. Pour des toilettes extérieures, on peut mettre des feuilles, il n'y a vraiment pas de problème, il n'y a pas d'odeur. Là, le seau, il a l'air libre, on sent rien, de toute façon, ça camoufle bien. Oui, et puis c'est des matières carbonées au même titre que la sciure, donc voilà. Et puis en fait, là, clairement, c'est de la récup sur le terrain, donc c'est gratuit, oui, voilà. Donc voilà, faut pas s'en priver. Et pour les habitats, c'est plutôt de la sciure pour vraiment bien capter. Donc là, après, on a mis des miroirs ici, deux là et un ici. Clac. Parce que c'est vrai qu'on vit sur le terrain et c'est vrai que ça me faisait bizarre moi, mais on n'avait pas de miroir depuis des mois. Et c'est vrai que pas se voir alors que tu as l'habitude de te voir dans une salle de bain classique, ça devient un peu bizarre. Et pour finir, on est venu mettre là, pareil, lame de terrasse sur le rebord pour venir poser tout type de choses. Et notre douche, j'allais oublier, la chose la plus importante quasiment. Donc là, c'est de la marque Solar Brother. C'est une douche solaire qu'on peut mettre au soleil et ça chauffe. Voilà, alors là, elle est à titre de démonstration. Hein. Oui, après, en fait, on la met au soleil quand il y a du soleil. Bon, là, ça arrive quand même assez souvent cet hiver. Cet hiver, ça arrive assez souvent. Et ça chauffe assez vite, franchement. C'est vraiment surprenant. Donc là, elle fait 15 litres. Donc c'est quand même assez énorme. Et après, s'il n'y a vraiment pas de soleil, on peut faire chauffer un peu d'eau sur la casserole et après la mettre dedans. Et c'est vraiment bien. On a eu un peu de gel. Une semaine où il y a du gel, mais sinon, le reste de la semaine, moi, en tout cas, je me douche à l'extérieur. Il n'y a vraiment pas de problème. On met un bac et pareil, on le met dans notre zone de stockage pour le moment. Et là, je suis venu juste la surélever. Alors quand elle est remplie, c'est un peu plus parlant. Oui. Là, c'est pas le cas parce qu'elle est presque vide. Et du coup, on vient la surélever et là, ça vient couler, voilà, comme une petite douche. Voilà, et c'est vraiment, ça marche assez bien. Alors moi, je vous avoue que pour le moment, je ne me douche pas à l'extérieur parce que je considère qu'il fait trop froid par rapport à une certaine personne. Mais du coup, voilà, Nils, c'est pas un problème. Et du coup, juste pour finir, comme c'est des palettes, il y a des trous normalement sur le plancher. Donc là, Nils les a comblés, voilà. Et donc, il nous reste simplement maintenant à nettoyer parce qu'on a mis beaucoup de terre avec ce petit chantier. Oui, c'est ça. Et du coup, à la rendre un peu opérationnelle. Voilà, donc quand on l'utilisera comme douche, il faudra mettre un bac pour récupérer l'eau et ensuite, quand on aura la phyto, pouvoir la mettre dans la phyto. Voilà, ça, ouais. Et donc ce sera assez fonctionnel. Mais je pense qu'au printemps-été, parce que déjà là, en hiver, même si elle n'est pas du tout isolée, franchement, c'est quand même supportable, même si moi, je ne vais pas encore me doucher. Au printemps-été, je pense que ce sera une salle de bain qui sera très très fonctionnelle, quoi. Et puis, elle rend déjà bien service. Hein. Ouais, c'est clair. Et là, on viendra mettre une petite gouttière au-dessus et là, un bac de récupération d'eau. Et ça sera cool parce que le jardin sera juste derrière, donc voilà. On aura juste à se servir. Voilà, utiliser cette petite pente de toit voilà, qui n'est pas très grande, mais au moins pour récupérer un peu d'eau. Et voilà, mais déjà juste là actuellement, avoir des toilettes juste à côté de la tente, alors qu'avant c'était un seau derrière un buisson de ronces, ça fait toute la différence. C'est ça, parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'on est arrivé sur une prairie. Donc, donc les besoins, on les comble, les besoins de confort, on les comble au fur et à mesure. Après, nous, on vit vraiment très bien. En tout cas, moi, personnellement, j'ai vraiment aucun problème à vivre sur le terrain en tente. Je trouve que j'ai assez de confort. Là, maintenant, on a une situation où on a assez de choses, je trouve, pour être vraiment plutôt bien, comparé au début, juste une tente. Au début, on avait une tente quechua, 2 places, vraiment petites. Là, pour le coup, c'était compliqué, mais on savait que ça allait être temporaire, donc ça va. Mais en vrai, là, on est plutôt bien, quoi. Par rapport à ce que certaines personnes, après, je comprends, puissent s'imaginer, mais c'est vraiment assez confort, je trouve.
Et puis maintenant, on vous en parlera aussi dans une autre vidéo, mais on a un système de chauffage. Ça change vraiment la vie, surtout avec les périodes de gel qu'on s'est pris là. La vie, elle est vraiment très très agréable. Ouais. Il y a eu un petit temps d'adaptation, mais je pense qu'on aura l'occasion de reparler de ça, parce qu'en vrai, c'est très intéressant. En fait, d'ailleurs, on a eu un commentaire récemment qui était très intéressant sur le sujet, c'est que la personne nous a dit, en fait, vous faites un peu la pyramide de Maslow, donc vous repartez à zéro dans vos besoins primaires, et vous montez progressivement. Et c'est vrai que c'est un concept, il faut vraiment qu'on en parle un peu plus, parce que c'est vrai que c'est vraiment sympa pour voir un petit peu, parce que c'est vrai qu'on est arrivé sur un terrain où il n'y avait rien, et du coup, progressivement, au jour après jour, on améliore un peu les choses. Mais voilà, actuellement, c'est plutôt bien, quoi. Alors qu'on est au mois de janvier, on s'est pris des -11, mais pourtant, on est très content, quoi. Oui, on a une capacité d'adaptation qui est quand même assez grande et il ne faudrait pas l'oublier, quoi, dans notre surconfort des fois. Ici, c'est une de nos cuves pour récupérer l'eau. Et là où est Aline, c'est nos petits tonneaux de stockage alimentaire hermétique, parce que du coup il n'y a pas forcément la place dans la tente vu qu'on a beaucoup de choses en grosse quantité. Donc je sais pas, du riz, des protéines de soja texturées, des trucs comme ça, des lentilles, des trucs super bons. Pas la place dans la tente pour les stocker forcément, surtout qu'on a des paquets des fois de plusieurs kilos. Ce qu'on a fait, c'est que depuis qu'on est arrivé sur le terrain, on a stocké tout dans 2 petits tonneaux comme ça, donc je crois que c'est 60 litres. Honnêtement, on est hyper content parce que voilà, c'est complètement hermétique, il y a aucun animal qui est rentré dedans faire une petite razzia. Ça conserve bien, voilà, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est que des aliments secs, hein, c'est que des lentilles, des flocons d'avoine, des choses comme ça. Voilà, et ça fonctionne vraiment très très bien. Donc ça, c'est un bon plan voilà, pour stocker de l'alimentaire à l'extérieur. Et c'était l'une de nos problématiques en étant hors réseau comme ça. Et du coup, voilà, on est très contents. C'est ça. Et là, tu nous amènes... Là, on va monter sur le terrain un peu plus haut et on va aller sur les prémices du jardin-forêt. C'est ça. Hey. Allez, c'est parti. Là, quand on arrive ici, c'est le petit moment nostalgie parce que la tente Quechua était là. Là, nous, on l'a descendue pour faire du stockage supplémentaire. C'est ça. C'était le fameux buisson de ronces où on avait notre petit seau pour les toilettes. Voilà, quand on voit d'où on vient, ça fait un petit choc. On est très content voilà, de voir les avancées progressives sur le terrain. C'est ça. C'était juste là. Et la tente, il fallait monter jusqu'ici. On a terrassé une petite zone. Après, si ça vous intéresse, on a fait des vidéos complètes sur la chaîne où on vivait là, quoi. Ouais. Et puis, c'est bien parce que maintenant, c'est ici qu'on récupère principalement les feuilles mortes. Il y a une grosse production là. Oui, c'est ça. Après, on a de quoi faire sur le terrain. Ouais. Après, c'était chouette. On a une belle vue. Là, on peut voir notre installation de loin. Ici, c'est la zone où on a commencé à planter des arbres. Donc, je vais remercier mon père qui nous a passé une quinzaine d'arbres et arbustes. Et c'était mon cadeau de Noël aussi. Et une partie de ton cadeau de Noël aussi, c'est ça? Parce que dans la famille de Nils, on fait un Père Noël secret. Et c'est le papa de Nils qui m'a tiré cette année. Voilà. Voilà. Donc on a commencé à planter. Ici on a du goji. Là on a des framboises. Là c'est... J'ai déjà oublié, c'était quoi ici? Ah si, cassis, ouais, comme en bas. Cassis ici. Au-dessus on a planté un figuier. Ici mirabelle à gauche. Au-dessus pareil, mirabelle. On a de la pêche de vigne. Ouais, faut que je suive la cadence. La mirabelle. Ici, on a commencé à planter de la menthe et de la veine citronnelle, c'est ça? Non. Attends, ça... Mélisse. Pardon, mélisse citronnelle. La mélisse. Mélisse citronnelle. Du sureau, ici. Alors pour les gens qui s'inquiètent de la menthe et de la mélisse qui vont envahir notre terrain, on en a déjà en fait. On en a déjà et le terrain est assez grand, je pense, pour qu'on se fasse envahir. Voilà. C'est comme les ronces. Il y en a plein, ils nous ont dit que c'était un désastre, alors que nous, par exemple, ici on s'en resserre pour protéger les arbres. Donc là, on a commencé des essais. C'est une technique gratuite, quand on a de la ronce bien sûr. Donc là, c'est plutôt en phase de test, c'est la première fois qu'on fait ça. On vous fera un retour dessus. Mais pour l'instant, ça a l'air de marcher. On n'a aucun des arbres qui a été grignoté. Hier, j'ai planté d'autres arbres, donc il faut que je les protège aussi. Et à côté, on a des acacias qui se font assez bien manger par les chevreuils, donc on va voir si ça fonctionne ou pas.
Mais après, ce qui est bien, c'est qu'eux, ils sont pas protégés. Donc, si les cerfs se piquent ici, ils iront sûrement grignoter là-bas ou ailleurs dans la forêt. On a aussi un petit noyer. Après, il n'était pas en très bon état, donc, mais je l'ai planté quand même, un peu au-dessus. Et ensuite, on a des pieds de kiwi que j'ai mis là-bas. On va essayer de les faire monter au pied des acacias. Et ensuite, on fera peut-être des barrières ou quoi pour les faire courir dessus. Mais voilà, c'est un peu ce qu'on a commencé à planter cet hiver. Et on va continuer de planter. On va acheter des plants aussi dans des pépinières locales. Parce qu'on a des plants particuliers qu'on aimerait acheter. Donc, affaire à suivre, ça fera l'objet d'une vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quels ont été vos petits chantiers ces derniers temps. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo où on détaillera un peu plus nos autres objectifs de l'année. Parce qu'il y en a d'autres, il n'y a pas que cet aspect de construction. Voilà, on espère vous que votre année commence bien. Nous, elle commence très très bien. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont bien avancé là. Bonne semaine à vous et puis à la prochaine. À la prochaine.